Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Déjà, je me présente pour ceux qui sont là et qui peut-être ne me connaissent pas. Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe, formatrice spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle et transformer des vies, la vôtre et celle de vos patients. Je remarque que les élèves qui ont commencé, ça fait un moment déjà, on commence à vraiment voir le fruit de leur travail. Ça me fait beaucoup de plaisir. Cette chaîne est faite pour le professionnel de santé. Ça veut dire, ça va du coach sportif, du naturopathe, chiropracteur, éthiopathe. On passe par vous tous, diététicienne, diététicien, tout ça jusqu'au médecin. En termes de pouvoir par rapport aux patients, je dis comme ça. Et les dentistes, bien sûr. Vous savez, on a quelques vétérinaires et ça me fait très plaisir. Alors, je voudrais déjà mon like pour commencer, Facebook aussi, je voudrais Instagram aussi, je voudrais un petit cœur, quelque chose, parce que les réseaux sociaux, ils aiment ça. Et vous aussi, je voudrais que vous fassiez un like, s'il vous plaît, sur YouTube pour ceux qui sont là. La majorité, normalement, est sur Facebook. OK. Alors, notre sujet merveilleux, c'est les mitochondries, mais pas les mitochondries, tous les mitochondries, c'est les clés pour la santé hormonale. Il y a un rapport entre les deux, les hormones et la mitochondrie. On imagine ici cette mitochondrie, on imagine la cellule, on imagine la membrane cellulaire, on imagine le cytoplasme, l'hyaloplasme. L'hyaloplasme, c'est la partie liquide, on va dire, du cytoplasme. Et là, il aura, ce cytoplasme, plusieurs organites. Parmi ces organites, on a cette merveille qui est la mitochondrie, qui a la théorie présentée par Gullison, une américaine, que c'est par endosymbiose. C'était une ex-bactérie qui a décidé de faire un accord avec nos cellules. Elle rentre dans la cellule protège la mitochondrie et la mitochondrie donne de l'énergie à cette cellule. C'est le système, la théorie de la endosymbiose. Alors, on a parlé la dernière fois de ce rapport mitochondrie avec la production de cortisol, n'est-ce pas? En disant qu'on a deux organites qui sont liés à cette production, mitochondrie et réticule endoplasmique lisse. Et si on parle de cortisol et si on parle des hormones sexuelles, on parle de la mitochondrie surrénalienne, déjà, à la base. On a ce rapport réticulum endoplasmique lisse, mitochondrie, pour la production de cortisol et de hormones stéroïdiennes, parce que on est au niveau de la surrénale, qui est différenciée en 3 zones que vous connaissez et que j'ai expliqué la dernière fois. Je ne vais pas tout répéter. Et on va permettre que les zones surrénaliennes vont faire cette production en train d'avoir une communication mitochondrie, réticule endoplasmique lisse, mitochondrie. On a parlé de l'importance de la mélatonine en tant que régulatrice là, de la fonction mitochondriale. C'est pour cela mélatonine, que j'appelle mélatonite, qui elle est produite au niveau de la glande pinéale, elle a un rapport avec le sommeil, vous le savez bien. Et là, on fait un rapport de sommeil-mitochondrie, en sachant que la mélatonine fait partie du système régulateur de cette mitochondrie. On va continuer en train de parler de cette mitochondrie en tant que santé hormonale. Et là, je vais vous dire déjà comment vont se passer les choses. Parce qu'on est dans la partie 2. Aujourd'hui, je vais essayer de parler du rapport avec les hormones thyroïdiennes. Quand on dit hormones thyroïdiennes, on dit plutôt la triiodothyronine, qui est la T3.
On va parler un peu de métaux lourds qui affectent cette stéroïdogénèse et qui affectent surtout la mitochondrie, parce qu'on parle de mitochondrie. Et la testostérone aussi, mais tout en passant par cette mitochondrie. Vem comigo! Et donc, on commence notre partie 2. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans la partie 3? Dans la partie 3, je vais présenter un exercice pour vous, qui c'est une étude des cas, que je vais vous donner un petit peu de temps pour qu'on puisse faire une réflexion sur quelques points sur cette étude des cas que je vais vous présenter. D'accord? Ça sera pour jeudi prochain. Aujourd'hui, vous savez bien que pour comprendre si vous êtes intéressé par la nutrition fonctionnelle, sont des choses différentes, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde sait la différence entre nutrition et nutrition fonctionnelle? Tout à fait, COS 76, zone réticulée, fasciculée et glomérulée. C'est très bien. Est-ce que tout le monde sait la différence entre, parce que ça m'intéresse beaucoup, nutrition et nutrition fonctionnelle? J'ai besoin de savoir. Ah! Alors, la nutrition COS 76, elle est un point dans la matrice de la nutrition fonctionnelle. Vous aurez nutrition, alimentation, hydratation. C'est un point de la nutrition fonctionnelle. Peut-être je vais reparler de ça bientôt. D'accord? Peut-être après qu'on finisse mitochondrie, je vais faire un topo, je note, hein, de nutrition fonctionnelle, médecine fonctionnelle, tout ça. Médecine intégrative, holistique. Fais un topo de ce sujet pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que les autres font. D'accord? Alors, impossible de comprendre la nutrition fonctionnelle et même la nutrition tout court si vous ne comprenez pas les mécanismes mitochondriaux. Et quand je parle de mécanisme mitochondrial, je ne parle pas du fameux production d'ATP par le crête mitochondrial, cycle de Krebs, que parfois il y a des gens qui ne savent même pas ça. Mais ça, c'est la partie qu'on appelle le métabolisme énergétique. Je suis en train de parler d'autres fonctions de la mitochondrie. Il y en a énormément, beaucoup. On a un chapitre complet, un module complet dans la RT2 que sur la mitochondrie pour vous donner une ordre d'idée comme elle est importante. D'accord? Et donc, vous savez qu'on a énormément de mitochondries. Ça peut aller à 100 000 trillions de mitochondries versus 30 000 milliards de cellules. N'est-ce pas? On a beaucoup de bactéries, plus de bactéries. Après, on a des cellules et on a beaucoup de mitochondries. Reynolda, fonctionnel et holistique. J'ai un peu peur de ça. Parce qu'il y a pas mal de naturopathes qui disent qu'ils sont holistiques, mais ils ne sont pas du tout holistiques. Ok? Ce mot holistique, c'est dangereux parce qu'il sert à tout et à rien. Je vais aborder ça aussi, holistique. Le sens d'holistique pour nous. Ok? Il y a pas mal de naturopathes qui se présentent comme holistiques et ils ne sont pas du tout holistiques. Elle englobe tout. Voilà, c'est ça que je voudrais vous dire, Reynold. Tout et rien, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Tout, tous et rien, ça veut rien ou tout dire. Il faut préciser qu'est-ce que vous voulez dire par tout. OK? Et ça, on peut le faire. Donc, je vais noter ça aussi. Cela englobe tout. Je vais essayer de faire un topo à partir de choses que vous me dites. Alors, les hormones thyroïdiennes. Ça, c'est un travail scientifique très intéressant qui va nous raconter de 2013, ok?
Hormones thyroïdiennes et mitochondries. Bref aperçu des dérivés et analogues. Exactement, cet article va faire le lien entre la T3 et la mitochondrie. Et vous allez voir que c'est très complexe. Je ne veux pas alourdir notre live, donc je vais vous inviter à lire cet article pour ceux qui s'intéressent et je vais expliquer un petit peu. Regardez. Ici, nous avons l'hormone thyroïdienne, triiodothyronine. Je vais raconter un peu l'histoire. J'adore raconter l'histoire. La T3. Déjà, cette T3, elle est produite au niveau de la thyroïde, oui, mais on va dire que 80% de sa production, c'est au niveau périphérique. Rénal, par exemple, cerveau, elle est produite ailleurs. Ce qui est vraiment produit au niveau de la thyroïde, c'est la T4. Et on a besoin de désiodases, qui on a D1, D2, D3, c'est pour faire la reverse, mais on a D1 et D2 qui, selon déjà la localisation dans notre corps, seront capables de transformer T4 en T3. Parce que T4, c'est la tétraiodotyronine, qui en fait, c'est notre lévothyrox, n'est-ce pas? La thyroxine, c'est une molécule qui est produite 80, sinon plus %, dans la thyroïde, mais c'est une forme inactive. Ce qui nous intéresse, c'est la T3. La T3, la T4, en train de se transformer en T3 par les désiodases que je viens de vous expliquer, et la T3 et la T3 reverse, et tout ça, cette T3, elle est plutôt synthétisée par les tissus périphériques, comme je vous ai dit. Où va agir la T3? C'est une hormone. Elle va se balader. Elle va agir où on a des récepteurs pour T3, n'est-ce pas? Elle va agir au niveau du noyau des cellules. Ici, c'est le noyau, ok? On a récepteur de TSH pour produire la T3. On a récepteur de T3. On a des récepteurs de T4. On a toutes sortes de récepteurs. En sachant que pour T3 et T4 sont des récepteurs intranucléaires. OK? Et la TSH, on a un récepteur qui est au niveau de la membrane cellulaire. Donc, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Et donc, cette T3, elle agit au niveau du noyau, elle agit au niveau du cytoplasme de la cellule. Vous imaginez que ce carré-là, c'est tout simplement une cellule où on a le noyau, où on a le cytoplasme, où on aura des transductions, des cascades biologiques, chimiques, biochimiques, au travers de protéines kinase C, au travers de AKT. Peut-être vous ne connaissez pas ça, vous aurez un jour la possibilité de connaître. Mais là, c'est la mitochondrie, vous voyez. Mitochondrion, unité fonctionnelle de la mitochondrie. Mitochondrion est le singulier du mot mitochondria en latin. OK? Donc ici, nous avons la mitochondrie avec tout ce qui lui est caractéristique, mais vous allez voir que la T3, normalement, elle a des actions immédiates, elle a des actions rapides et elle a des actions à effet tardif. Regardez, ici, effet tardif dans le noyau. Donc, ça veut dire une action génomique dans le noyau. Elle a une action intermédiaire au niveau du cytoplasme. Je parle de l'hormone T3. Et une action dans la mitochondrie. Alors, l'action, quand on dit immédiate, ça veut dire que c'est en quelques minutes. Et là, cette action en quelques minutes, c'est une action extra-génome. Il n'y a pas d'expression génique. C'est par exemple la action que vous connaissez, qui est la respiration cellulaire et la production d'ATP. Vous savez que T3 va donner les tons du métabolisme de votre corps. On a eu un masterclass qui a expliqué largement
profondément et gratuitement sur tous les hormones thyroïdiennes, mais absolument tout. Vous avez participé? Alors, les actions qu'on dit rapides, pas les actions immédiates, ok? Rapides. Elles sont décelables en quelques heures. Donc, les hormones thyroïdiennes, là, c'est action rapide en quelques heures. Les hormones vont augmenter, attention, l'abondance de ARN mitochondriaux. Vous avez compris? La présence des T3 stimule le ARN mitochondriaux. OK? La T3, elle va stimuler ou coordonner la quantité d'ARN mitochondriaux. Donc, on a ici P43 et MTFA. Qu'est-ce que c'est MTFA? Mitochondrial Transcription Factor A. Facteur de transcription mitochondriale A. Je répète, facteur de transcription mitochondriale A. Et la protéine P43. Donc, on a ces deux éléments, OK, qui sont des facteurs de transcription du génome mitochondrial qui ont été importés dans la mitochondrie, déjà, OK, dans l'organisme, pour faire la régulation de ADN mitochondrial. Donc, nous avons, écoutez-moi, nous avons ces deux protéines qui ont été importées pour produire de l'ADN mitochondrial. Mais qui va stimuler ces deux protéines? La Mitochondrial Transcription Factor A et la P43. La T3. OK? Donc, vous voyez bien le rôle de la T3 vis-à-vis de la mitochondrie. Il y a beaucoup plus de détails, mais en gros, c'est ça. D'accord? Et les actions à long terme, elles sont détectables après un délai, là, late effects, early effects, après 24 heures ou plus. Mais notre sujet, c'est que ici, l'action de la T3 au niveau de la mitochondrie. OK? Noyau, cytoplasme et mitochondrie. Regardons maintenant ça, là. Quand vous regardez ça, est-ce que vous savez où nous sommes? C'est très important quand vous regardez un schéma de localiser ce schéma en micro et macro. Nous sommes où là? Qu'est-ce que vous pouvez reconnaître? Je vous donne 1 minute pour regarder. Vous avez des éléments qui vont être très clairs où on est, normalement. Nous pouvons être au niveau des surrénales, mais nous pouvons être aussi au niveau des testicules. OK? Testicules ou surrénales. Ça dépend d'où on veut regarder les choses. Hein? Matrice? Je n'ai pas compris. Le foie? Ah non, Sofiane. Nous ne sommes pas dans le foie. Surrénal, oui, oui. Pas le foie, Sofiane. Oui, tout à fait, surrénal. C'est OK. Pourquoi? Parce que nous avons ici mitochondrie et production de le cholestérol qui va rentrer dans la mitochondrie, qui pourra produire de la testostérone. Mais ce cholestérol qui produit de la testostérone, il peut produire d'autres choses, n'est-ce pas? Il peut produire aussi au niveau des surrénales, cortisol, brique pour toutes les hormones sexuelles, comme c'est le cas de la testostérone, progestérone. On a vu ça la dernière fois. Oui, cos, mais là, ce que je demande, tout à fait, la zone glomérulaire de la surrénale. Très bien. Et donc, regardez ici, là-haut, qu'est-ce qu'on a? On a un LH. Qu'est-ce que c'est ce groupe-là? Qui peut m'expliquer? Qu'est-ce que c'est ce groupe-là?
Je voudrais votre participation. Oui, l'intérieur de la cellule. Oui, mais je vous demande, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, là. Ça. Ce groupe ici de molécules. DHEA aussi. Oui. Qui peut me dire qu'est-ce que c'est ça? Ici, c'est la membrane de la cellule. OK? Qui peut me dire qu'est-ce que c'est ça, là? Lutéine? Ah, pas du tout, cos. Hormone A. C'est différent. Hormone lutéinisante. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, ACGS, GI, plat 2. Qu'est-ce que c'est ça? Exactement. On est en train d'évoluer là. Ça, c'est le récepteur de l'hormone. Exactement. Récepteur de l'hormone lutéinisante. Comment s'appelle ce récepteur? Quel type de récepteur on a ici? Est-ce que vous pouvez me dire? C'est très important, sinon je ne demanderai pas. Je sais que c'est un système de récepteurs. Very good, Soufiane. Très bien, Soufiane. Mais on n'est pas au foie, hein, Soufiane. Récepteur couplé à protéine G. Récepteur couplé à la protéine G. Ici, on a la GS et ici, on a un GI. Le GI, c'est un inhibiteur. Et GS va faire la synthèse de quoi? Protéine kinase A, qui va agir en cascade en tout ça là-haut. Vous voyez, c'est très bien. Et donc, ici, c'est qui? Adénylate cyclase, qui va, au fur et à mesure, transformer ATP en AMP cyclique. Et c'est l'AMP cyclique qui va activer protéine kinase A. Si c'est une kinase, on a une phosphorylation. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de cette phosphorylation? On aura la possibilité de faire rentrer ce cholestérol là. Mais on a besoin ici d'une enzyme. Vous vous rappelez? Elle s'appelle STAR. Steroidogenic Acute Regulatory Protein. C'est la STAR qui va faire entrer ce cholestérol. Et là, on aura CYP11A1, je parlais de tout ça, qui va devenir pregnénolone. Et on va sortir de la mitochondrie et on va au niveau du réticulum endoplasmique lisse. Après, ça va revenir et on aura finalement la production dans ce cas que je vous montre, testostérone. Mais si vous regardez à côté, il y a des problèmes. On va voir quels sont les problèmes. Cholestérol. Je vous ai parlé de l'enzyme STAR. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que cette enzyme STAR est en train d'être inhibée. Regardez bien. Remarquez que la protéine STAR, elle est bloquée. Elle est bloquée par acide arachidonique. Si y a acide arachidonique qui part de la membrane là, on a utilisé la phospholipase A2 qui va me libérer cet acide arachidonique et la COX-2 va rentrer en action qui elle est inflammatoire. Elisa, vous êtes en train de me dire que si on a inflammation, si le corps est inflammé, n'importe si c'est une femme ou un homme, et spécialement les hommes, je pourrais dire, je peux réduire la production de testostérone? Exactement. Et qu'est-ce que vous, médecins, qu'est-ce que vous, professionnels de santé, qu'est-ce que vous faites? Quand il y a une réduction de testostérone, vous commencez de suite à donner de la DHEA, vous commencez tout de suite à essayer de faire des repositions de testostérone, pour les hommes spécialement. Faut pas, parce que il faut traiter l'inflammation, parce que c'est l'inflammation qui empêche cette STAR de rentrer là-haut. Vous voyez?
le fait que l'istar est bloqué qui empêche la rentrée du cholestérol. Mais ce n'est pas que ça, parce que effectivement, si j'ai déjà la constatation exactement par COX-2, si j'ai une inflammation constatée, je sais que j'aurai une augmentation de qui? Des espèces réactives d'oxygène, des radicaux libres. Si j'ai une augmentation, là, ça va empirer la situation. OK? Parce que je vais avoir une augmentation de, regarde la flèche, regardez la flèche, augmentation de ROS, c'est quoi ROS? Sont les espèces oxygénées que je viens de vous parler, de espèces réactives d'oxygène. Et donc, ces espèces augmentées, la COX-2 augmentée parce que j'ai l'inflammation. Et j'aurai alors une diminution du glutathion peroxydase. Et imaginez que cette personne n'a pas de sélénium. Alors, ça va empirer encore les choses. Qui cause tout ça? L'inflammation. Qui va causer? Réfléchissez la matrice là. Regardez la valeur de la matrice. Moi, c'est parce que j'ai la matrice dans ma tête. Mais réfléchissez. D'où peut venir cet excès de radicaux libres? Est-ce que cet homme, on va dire que c'est un homme, hein? Est-ce que cet homme est en surpoids? Ah, l'inflammation peut venir de là. Est-ce que cette dame est en surpoids? Est-ce que cette dame a eu le Covid? Est-ce que cette dame ou cet homme, est-ce qu'ils ont, la dame spécialement, polyarthrite rhumatoïde? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est l'environnement, les facteurs environnementaux qui ont causé cette augmentation? Et en causant cette inflammation et cette augmentation, on augmente COX-2. Et si on augmente COX-2, ça va devenir moins de glutathion parce que le glutathion est un antioxydant qui va lutter contre ça. Ou est-ce que la personne vieillit très mal parce qu'elle mange mal, parce qu'elle est sédentaire? Tout ça va promouvoir l'arrêt de ce processus. Apport de mauvaise graisse, exactement, exactement. Sauf que l'objectif, c'est pas de trouver, comme je suis en train de vous montrer, des raisons à droite et à gauche, sans un raisonnement précis de qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'accompagnement et de traitement. Apport de mauvaise graisse, Louise, oui, pourquoi pas, mais on va réfléchir ensemble, Louise. C'est pas que l'apport de mauvaise graisse qui va causer tout ça. Évidemment, parce que causer tout ça, c'est une baisse de la testostérone. Vous comprenez la différence? Qu'est-ce que c'est la nutrition et la médecine fonctionnelle? À la place de donner un médicament tout de suite pour augmenter la testostérone, je veux comprendre pourquoi cette personne a une baisse de testostérone. Et ne venez pas en train de me dire que c'est que pour les stress. Les stress, ok, mais je vous ai donné 1 million de raisons qui ne sont pas liées au stress. D'accord? Évidemment, si on a un burn-out, si on a un excès de cortisol absurde, que ce n'est pas le burn-out, que c'est la réponse du corps, mais d'une façon excessive de cortisol, la surrénale, elle va s'occuper de produire du cortisol. Elle ne va pas s'occuper de produire testostérone. Donc, il faut chouchouter pour une personne comme ça. Il faut chouchouter, il faut poser des questions. C'est ça que je vais vous donner dans notre étude des cas. Par exemple, quelles seraient les questions à poser pour savoir l'état de la surrénale? Parce que l'état de la surrénale en tant que maladie vraiment de hypercortisolémie ou de hypocortisolémie, les maladies connues, ça, c'est le médecin qui va faire cette constat et c'est très grave. C'est très grave, hypercholestérolémie. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un problème chronique au niveau des surrénales où on a une diminution de la production de testostérone. Je donne un exemple. Et la question d'inflammatoire, il va falloir chercher pourquoi là-haut. Pourquoi l'inflammation? Pourquoi l'inflammation? Je vous ai déjà donné gratuitement l'inflammation et ses 10 déclencheurs. Si vous voulez regarder
hyper important cette vidéo gratuite pour que vous trouviez facilement, et l'inflammation et ses 10 déclencheurs, c'est une live de 6 parties que vous pouvez trouver dans l'Académie Marceau gratuitement. www.académie-marceau.fr. Vous allez là et vous allez trouver tous mes lives, mais par ordre. Je pense que c'est beaucoup plus pratique pour vous, comme vous voulez. Benjamin, déséquilibre acido-basique. Vous voyez, quand vous dites ça, vous ne m'expliquez rien. Comment ça, déséquilibre acido-basique? Il faut expliquer les choses en biochimie. Pourquoi pas déséquilibre acido-basique? Mais ça vient d'où, de quoi, comment? Vous voyez? C'est très important de ne pas commencer à chercher que tout va expliquer une inflammation, que tout va expliquer tout. Non. Parce que sinon, on ne sait pas traiter, on ne sait pas accompagner, on ne sait pas rentrer dans la prévention avec nos patients et nos clients. On sera toujours du peut-être. J'adore, les gens ils disent, je vais accompagner, par exemple, un exemple, je vais accompagner la baisse hormonale de mon client. Mais je ne veux pas être accompagné, je veux des solutions. Accompagner, ça ne sert à rien. Hein? Vous aimez dire que vous accompagnez les gens. OK, mais moi, je dis que si vous êtes femme ménopausée, plus jamais du ventre. Plus jamais. Si plus jamais du ventre, plus jamais d'inflammation, plus jamais d'Alzheimer. Parce que le ventre de la femme est le locus de maladie. De la femme ménopausée, je parle. Donc, si je vous dis mon engagement vers ma cliente, vers ma patiente, c'est plus jamais du ventre. Ah, mais elle a une hypothyroïdie, plus jamais du ventre. Je vais résoudre tout ça. Mais mon engagement avec elle, c'est une femme aussi belle comme elle était avant. Évidemment, des rides, oui, mais pas de ventre. Pas de ventre. Parce que ça, c'est de la santé. Je ne parle même pas de l'esthétique. Mais elles vont venir par l'esthétique. Vous comprenez? Arrêtez de dire à la population, j'accompagne votre bien-être. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent de ça? Personne veut être médicalisé. Personne veut, attention, personne veut des conseils. Des conseils? Je ne veux pas de conseils, je veux des solutions. OK? C'est ça que nous, dans la RT2, en tant que professionnels de santé, on propose. On ne propose pas d'accompagnement, on propose des solutions. Quel est votre engagement? Vous allez vous engager auprès de votre client ou de vos clients ou de vos patients, même le médecin. Quel est votre engagement? Parce que quand on dit améliorer la santé, vous dites rien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? N'est-ce pas? Alors là, je me suis restée là et j'aurais dû être, je ne sais pas où dans mes explications. Tant pis, ici c'est des lives, on fait comme ça, au fur et à mesure. Vieillissement et perturbateur endocrinien. Ben, qu'est-ce que c'est perturbateur? Ben, quelque chose qui va perturber les hormones. Ce sont des toxines qui vont endommager notre système endocrinien. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand j'ai dit endocrinien, c'est la première diapo que j'ai montré. J'ai montré des hormones partout dans le corps. C'est pas que les hormones sexuelles, c'est les hormones thyroïdiennes, c'est les hormones de l'utérus, c'est les hormones de l'ovaire, c'est les hormones digestives, c'est les hormones quoi. Ça va perturber les hormones partout. Soumeya, QINF et bilan biologique selon le besoin pour confirmer. QINF, c'est le questionnaire en nutrition fonctionnelle, c'est obligatoire. On commence rien, absolument rien, sans un questionnaire. Ce questionnaire, en revanche, il doit être réadapté à chaque profession. Et bilan biologique n'est pas obligatoire. Ça dépend de votre engagement. OK? Mais les QINF ne va pas confirmer quoi que ce soit. Les QINF, c'est pas bon, Soumeya. Les QINF, c'est un questionnaire pour voir les signes et symptômes, pour pouvoir mettre le client dans la matrice.
de la nutrition. Ce n'est pas pour confirmer quoi que ce soit. C'est à partir du QINF qu'on fait notre diagnostic nutritionnel. D'accord? On va faire un peu ça là dans jeudi, si j'ai le temps de finir ça, hein. Sinon ça sera l'autre. Alors, les vieillissements et les perturbateurs endocriniens. Je laisse ici cette topo que je vous ai expliqué, qui est la production de la testostérone comme exemple, où nous avons ici, n'est-ce pas, une cascade de biochimie qui va stimuler ma molécule, la STAR, Steroidogenic Acute Respiratory Protein, qui va me permettre l'entrée du cholestérol, etc., etc., etc. Et utilisation de tout ce cytochrome-là que vous voyez. On a déjà parlé de ça largement dans notre partie 1. Si vous n'avez pas regardé la partie 1, regardez. Vous ne pouvez pas accompagner quelque chose comme ça sans regarder. Si vous n'avez pas regardé l'inflammation, allez-y. L'inflammation, elle est déjà dans l'Académie Marceau. Hein. Ça, par exemple, la partie 1, il faut le temps pour être édité. D'accord? Je ne sais pas si elle est déjà là ou pas. Je ne sais pas. Mais vous allez déjà vous occuper de 10 causes de l'inflammation. C'est déjà énorme. En 6 parties. Donc, je reviens à ma situation. Vieillissement et perturbateurs endocriniens, comme je vous ai dit, endommagent le système endocrinien, augmentent évidemment les stress oxydatifs. Il faut que vous compreniez cette histoire des stress oxydatifs. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Il y a, excusez-moi de vous dire ça, c'est pas pour vous vendre quoi que ce soit. On a un module de je ne sais pas combien de parties pour les stress oxydatifs. Parce que dans cette stress qu'on appelle oxydatif, il y a nitratif, il y a de glycation, de phénomènes de glycation là-dedans. Il y a plusieurs choses à expliquer. Là, on dit stress oxydatif dans le sens de inflammation, stress oxydatif. Pourquoi, Elisa? Parce que quand je dis inflammation, je parle de système immunitaire, défense du corps. Notre corps, pour se défendre, vous coupez ici votre doigt, il va devenir rouge, il va devenir douloureux pour que vous n'utilisez pas le doigt, il va devenir rouge, douloureux, il va se former un édème. Ce processus, c'est le processus de cicatrisation, alors qui s'appelle inflammation. Notre réponse à cette coupure, c'est que les neutrophiles vont travailler, sont des soldats qui vont augmenter, ils vont utiliser les stress oxydatifs pour agir. Et ils vont mourir. Et si on a beaucoup, on aura la formation du pus. Et là, pourquoi? Parce qu'on a une infection secondaire, une infection bactérienne. OK? Donc, il faut que vous compreniez la relation inflammation et stress oxydatif. On oxyde tous. Pourquoi qu'on oxyde? Parce qu'on respire. Et vous savez que quand on respire, la mitochondrie, elle va sauter les électrons dans la crête mitochondriale et il y aura des leaky gut, pas des leaky gut, mais des leaky. Beaucoup de radicaux vont tomber, ne vont pas jusqu'à la fin du processus pour produire ATP. Et donc, ce qui va tomber, ces électrons, ces protons et ces électrons, vont augmenter le stress oxydatif. Donc, je parle d'un stress oxydatif non physiologique, qui est composé par le vieillissement physiologique et non physiologique. Et les perturbateurs endocriniens. Vieillir fait partie du processus, mais on peut retarder le vieillissement. C'est pas retarder que le ride, parce que regardez-moi, j'ai là déjà les paupières qui sont en train de tomber. Ça, c'est héréditaire, ma mère l'avait comme ça. Ride, j'ai 60 ans. Mais la question qu'on va se poser, c'est pas que le ride d'Elisa. On va se poser l'intestin d'Elisa,
Est-ce qu'il fonctionne tous les jours? Est-ce qu'il n'y a pas de gaz? Est-ce qu'il n'y a pas de ballonnement? Est-ce qu'elle est avec un super poids? Est-ce qu'elle n'a pas de ventre? Pour les femmes, je parle. Hein? Est-ce qu'elle n'a pas de bouffée de chaleur? Est-ce qu'elle n'a pas les ongles qui cassent? Ongles qui cassent, c'est la dernière chose qu'on va regarder. Hein? Le corps a d'autres priorités. Enfin, est-ce qu'elle a de la libido? Tout ça, c'est un vieillissement physiologique. Et ce que les gens nous font croire, c'est que premièrement, la femme ménopausée, elle est obligée de devenir un mec, moche, les cheveux en train de tomber et avec un bidou, même si elle est maigre ou mince. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Les hommes sont obligés d'avoir un ventre énorme. Plus on gagne de l'âge, il y a quelqu'un pour prendre le papier qui tombe par terre parce qu'on devient mamie et papy, n'est-ce pas? Tout ça, c'est du pipeau. C'est à nous de croire ou pas. Comment on peut montrer à la population? Vous commencez par vous-même. Vous commencez par vous-même. Moi, par exemple, je lutte aujourd'hui avec moi pour faire la musculation. Pourquoi? La musculation pour une femme de 60 ans, elle est fondamentale, essentielle. Pour que à 80 ans, j'ai des muscles pour marcher, pour courir. Sinon, je vais commencer à avoir une marche de vieille. C'est comme ça. Donc, il faut se prévenir maintenant. Et je ne fais pas bien ce boulot-là. Je fais beaucoup de choses bien, mais pas celle-là. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre sous ce stress oxydatif? Qu'est-ce qu'il va donner comme conséquence? Diminution du transport de cholestérol aux mitochondries. On vient de voir. On vient de voir. Là, on aura ici, n'est-ce pas, je vous avais dit, ROS, qui va diminuer l'action de la protéine STAR. Cholestérol diminué pour entrer dans la mitochondrie. Je pense que c'est clair. Hein? Après, qu'est-ce qu'on aura aussi? Production d'AMP cyclique. Ah, production d'AMP cyclique va diminuer. Regardez comment la biochimie est d'une beauté absurde. Revenez ici, revenez ici. Là, je vous avais dit qu'on a notre récepteur couplé à la protéine G qui, à partir du moment que LH arrive, il y a le récepteur LH qui va stimuler GS, qui va stimuler la production d'adénylate cyclase, qui va transformer ATP en AMP cyclique, qui va stimuler a protéine kinase A, qui va stimuler STAR. Je vous ai dit que le stress oxydatif diminue la production de AMP cyclique, là, AMP cyclique. Là, c'est écrit en anglais. AMP cyclique ou cyclic AMP. OK? Va diminuer. Donc, si ça diminue, même si elle lâche là, ça diminue là, qui va diminuer là, qui va diminuer là, qui va diminuer là. OK? Parfait? Production d'AMP stimulée par LH, comme je vous ai montré. OK? Donc, cette cascade, elle est essentielle pour stimuler la production de testostérone. Donc, je répète, le mec, il n'a plus de libido. Le mec a un problème quelque part. Vous constatez qu'il y a une baisse de testostérone, même au niveau salivaire. Vous faites un examen salivaire et vous voyez qu'il a une baisse de DHEA, de testostérone. DHEA est produite dans la surrénale. OK? Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir un problème de testostérone causé, et vous n'avez pas jamais pensé à ça, par une inflammation. Je suis sûre que vous n'avez pas pensé à ça. Ça, c'est la nutrition fonctionnelle ou la médecine holistique. C'est ça qui est holistique. Holistique, c'est pas regarder la personne comme un tout. Non, c'est savoir faire des liaisons biochimiques. C'est ça qui est holistique. Les gens, ils disent, je suis professionnel holistique et je demande quel est le rapport, par exemple, de bananes, de pain, de consommation excessive
par exemple, de pain et de gain de poids. Mais je veux l'explication biochimique. C'est ça que je veux. Ou on pouvait penser à d'autres liens, comme celui-là, inflammatoire, etc. D'accord? Les antioxydants peuvent être endogènes, ça veut dire notre corps produit lui-même ces antioxydants, indépendants de ce qu'on mange. Et exogènes, qui par exemple, la vitamine C, c'est un antioxydant exogène. Il faut manger du fruit pour avoir, exemple, du kiwi, pour avoir la vitamine C, sinon vous n'aurez pas. D'accord? Donc, il y a des productions endogènes et exogènes. Regardez, qu'est-ce que c'est stress oxydatif? C'est quand, indépendant de votre âge, quand vous avez une quantité des éléments oxydatifs là, et vous avez votre capacité antioxydative là, donc vous avez plus d'oxydation et moins de lutte contre ces oxydants. Vous pouvez avoir une personne qui a 20 ans et qui a une capacité antioxydative beaucoup plus fragile qu'une personne de mon âge. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment les effets génétiques, mais il y a l'épigénétique. Il y a des gens à 20 ans qui sont obèses, qui ne dorment pas, qui ne font aucune activité physique, qui mangent que du mercredi, vous le savez ça. Donc, et qui n'ont pas une capacité de se défendre. Et là, on ne va pas parler de Covid parce que c'est interdit. Mais je vais parler comme ça. Après, vous allez me dire, il y a des jeunes qui vont mourir du Covid. Ben, évidemment, ce n'est pas la majorité. Parce que normalement, pour le fait que la personne est jeune, sa capacité antioxydative, sa capacité immunitaire, ok? Capacité immunitaire, je vous ai dit, notre système immune inné utilise les stress oxydatifs comme réponse. Mais il faut quand même des antioxydants pour que tout ça devienne de l'eau à la fin. Si vous n'avez pas cette capacité, si vous avez une inflammation absurde parce que vous allez au McDo tous les jours, je parle d'un adolescent, il va tomber malade, c'est sûr. Sauf que c'est une accumulation. Il y a ces adolescents qui vont tomber malades à 40 ans. Il y en a d'autres qui vont tomber malades à 30. Vous comprenez? Et cette conscience qu'on a besoin de donner à vous, si parmi vous, il y a cette chaîne pour les professionnels de santé, mais il y a toujours des gens qui ne sont pas professionnels de santé et qui essayent de comprendre les choses. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça l'important de la nutrition fonctionnelle. Parce que la nutrition fonctionnelle, ce n'est pas que alimentation. Elle va remplir, c'est pas que l'alimentation, c'est mal dit ça. C'est l'alimentation, mais une alimentation personnalisée. Et pourquoi je vais personnaliser? Parce que je connais beaucoup biochimie, parce que je sais quoi faire, parce que je sais quoi proposer. Et encore, on va proposer, mais il y a toujours la spécialité de chaque corps qui peuvent nous donner une réponse A ou B qu'il va falloir faire comme si on avait une vis. On aura besoin d'ajuster vraiment pour que ça soit parfait. Et ce parfait, ce n'est pas toujours parfait. Parce que Elisa, avant la ménopause, c'était une femme. Elisa, après la ménopause, c'est une autre histoire. C'est un autre chapitre qui va s'ouvrir dans la vie d'une femme. Totalement différent du premier chapitre ou du deuxième chapitre. Parce qu'il y a aussi l'enfance et l'adolescence. La femme, elle a plusieurs états, n'est-ce pas? OK? L'augmentation du stress oxydatif induit par les perturbateurs endocriniens
est impliqué dans l'échec, écoutez, dans l'échec de la production de testostérone par les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig sont les cellules du testicule qui va produire la testostérone. C'est pour ça que je vous ai dit, on était au niveau de la surrénale, mais après, on est au niveau de testicule. C'est pour ça que je vous avais parlé de testicule. Alors, quels sont les métaux aussi qui vont affecter la stéroïdogénèse, qui est la production des hormones stéroïdiennes, dans les cellules du testicule? Vous comprenez? Ces métaux ou ces hormones seront affectés par des métaux. Métaux, quels métaux? On donne des exemples. Le mercure, par exemple. Et là, on a un gros problème, parce que comme je suis dentiste, vous allez être perturbé par ce que je vais vous dire. Exemple, l'amalgame de dentiste. Je sais, vous allez dire, on n'utilise plus l'amalgame. Très bien. Mais moi, Elisa, en tant que dentiste, j'ai utilisé pendant des années l'amalgame. Donc, j'ai eu de contact avec beaucoup d'amalgame. On faisait même des boules d'amalgame comme ça, oh, pour mettre dans la cavité dentaire. Je vous jure. Vous voyez qu'est-ce que c'est la méconnaissance, la non-connaissance. Donc, le mercure, l'amalgame, il y a deux choses. Si c'est pour mal enlever, c'est mieux de ne pas enlever. Donc, enlever sans protection, il y a une procédure pour enlever ces amalgames qu'en France, les dentistes, la majorité, ne savent pas faire. Il faut absolument avoir une protection, qu'on dit, d'isolement absolu. Et je vais vous dire la vérité, hein. Tous les dentistes que je suis allée en France, ils n'utilisent jamais la protection absolue, de moins en moins. Donc, le mercure va endommager les mitochondries. Déplétion du glutathion et augmentation du radicaux libres. Par les études, on sait que la vitamine E a démontré une protection contre le mercure chez les rats. Chez les rats. Donc, métaux lourds, exactement. Exactement, Louise. Métaux lourds. Et donc, nous allons continuer notre conversation la prochaine fois par rapport à métaux lourds et on rentre immédiatement dans notre étude des cas, qui c'est un homme de 40 ans. Donc, je vais revenir à cette partie-là, je vais parler du bisphénol, du mercure, etc. Donc, on s'arrête là et on revient jeudi prochain où je vais parler, je vous dis tout de suite, je vais vous présenter une étude des cas et on va faire une longue réflexion par rapport à cette étude des cas et prenez un papier parce que je voudrais que vous étudiez avec moi. D'accord? Merci. Faites le like. Invitez un collègue, un proche professionnel de santé pour participer de notre live. Je vous vois jeudi prochain, même heure, live 19-29. Que pour vous. À bientôt et merci beaucoup. Vem comigo!